Bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission Vox Hebdo sur Vox TV. Absence de PASTEF dans le gouvernement du Sénégal. Lancement simultané des bacs général et techniques et réaction à l'ouverture du musée national sont donc les sujets à examiner sur cette émission Vox Hebdo avec Dadi Ossila, journaliste à Télé Congo, Albert Mianzoukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine, et Guy Benoît de Victor, président de l'Association des journalistes africains et des communicateurs des médias. Bonjour messieurs. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau de Vox Hebdo. Je vous invite à suivre ce premier reportage pour aborder notre premier sujet. Ce qui se passe est inédit. Hier, on a eu un gouvernement qui est un gouvernement suspendu, sans ramification, sans assise politique, qu'il voulait proposer 7 portefeuilles sur un gouvernement de 30 ministres avec 0 portefeuille de souveraineté à passer. J'ai dit, Monsieur le Président, nous ne demandons pas des postes ministériels. Si PASTEF doit siéger au gouvernement et assumer tout le bilan, parce que quand ça va marcher, on va dire c'est Diomaye, mais quand ça ne marche pas, on va dire que c'est PASTEF. C'est comme ça que ça marche dans ce pays. Nous, on n'a rien à gagner à entrer dans ce gouvernement. Nous avons fait 2 ans à la primature avec un gouvernement majoritairement PASTEF. Notre bilan est largement positif. À partir de ce moment, PASTEF n'entrera pas dans un gouvernement où il ne peut pas avoir au moins la moitié des portefeuilles ministériels, avec des portefeuilles de souveraineté. Quelle est la suite? Nous sommes obligés de cohabiter. J'ai alerté le président il y a quelques mois. J'ai été le premier à parler de cohabitation douce. Ça aurait pu être dans la configuration qui était en vigueur à ce moment. Et il n'en a eu cure. Nous sommes, qu'il le veuille ou pas, dans une situation de cohabitation. Et c'était donc là la réaction de Ousmane Sonko, actuel président de l'Assemblée nationale, président aussi du PASTEF, au lendemain de la proclamation du gouvernement. Albert, gouvernement du Sénégal sans le parti majoritaire. Comment envisagez-vous cette cohabitation? Est-ce que là, comme a dit Ousmane Sonko, va-t-on vers une cohabitation? Mais la cohabitation, on y est déjà. On est en plein dedans. Je veux dire que Ousmane Sonko ne peut pas faire fi des obligations que lui impose son rang, que lui impose son parti, que lui impose son élection récente, donc son arrivée récente au poste nationale. Oui, mais bien avant l'Assemblée nationale, donc au poste où ils ont été tous les deux, donc Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Dire simplement que bon voilà, il serait pas un béni oui-oui, je serais pas ceci, c'est déjà faire une déclaration de guerre en quelque sorte à l'exécutif, au président de la République. Donc, ce que nous attendons, nous, c'est voir quand est-ce qu'il y aura éclatement total du parti, quand est-ce que Ousmane Sonko dira, bon voilà, moi j'ai la majorité du parti avec moi et donc nous faisons la guerre à la minorité qui s'installe à la tête de l'État. Nous le disons comme ça sous forme d'hypothèse parce que au moment où nous parlons, nous-mêmes, le PASTEF est en plein congrès et donc on ne sait pas très bien ce qu'il en sortira, mais nous sommes ici en tout cas dans une configuration qui ne présage pas d'un Sénégal serein pour les jours qui viennent parce que on a vu 2 personnalités à la personnalité justement s'il fallait me reprendre, différentes, bien distinctes. Nous avons un Ousmane Sonko impatient d'arriver au pouvoir parce qu'il a construit toute l'ossature qui a mené aux élections que le Sénégal a organisées il y a 1 an et donc qui ont vu la victoire du PASTEF.
Mais il y a aussi donc Ousmane Bassirou Diomaye Faye qui semble donner l'impression d'être plus tempéré, plus modéré et de tisser sa toile à sa manière, calme, ne s'agitant pas trop. Mais parce qu'il sait que c'est lui le président. Oui, mais il est un président au pied d'argile parce que la majorité parlementaire ne lui est pas acquise, ça c'est vrai. Et donc, quoi qu'il fasse, lui, il est obligé de composer avec cette majorité pour le moment silencieuse, mais qui pourrait agiter aussi les autres troubles de la contestation si jamais il osait aller trop loin. En tout cas, Ousmane Sonko a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une part non négligeable du pouvoir, et Bassirou Diomaye Faye est en train de voir à quel moment lui asséner le coup fatal qui fera que le président soit vraiment le président. Donc, ce n'est qu'une question de temps. On verra ce qui va se passer. Non, on verra ce qui va se passer. Dadi, deux exécutifs qui sont comme antagonistes. Est-ce qu'il y a, dans ces conditions, les relations entre l'exécutif et le législatif peuvent, on peut s'attendre à du mouvement? Ces relations-là sont dans le principe. Le principe est que si vous avez une majorité en coïncidence de majorité, c'est-à-dire le président de la République et l'Assemblée nationale ont les mêmes couleurs politiques, vous avez forcément une sorte de symbiose là-dessus. Le seul problème ici, c'est que Bassirou Diomaye Faye est arrivé avec une majorité PASTEF, c'est-à-dire où il avait dissous l'Assemblée nationale pour organiser les nouvelles élections législatives, et ils ont remporté les élections législatives. Normalement, ils n'ont pas de problème de majorité. Le seul problème, c'est que c'est qui est à la tête de cette majorité. Si c'est Bassirou Diomaye Faye qui doit être en même temps à la tête de l'État et de la majorité, à partir de là, il n'a plus de majorité parce que la majorité aujourd'hui se réclame entièrement d'Ousmane Sonko. Donc le problème, il est là. Le problème, c'est l'avenir 2021 parce que Diomaye Faye est arrivé comme candidat à substitution compte tenu de l'impossibilité d'Ousmane Sonko d'être président, candidat président, et que Ousmane Sonko s'est arrangé aujourd'hui avec la modification de la loi électorale, bien entendu, pour se préparer tout le terrain nécessaire pour être candidat. Et donc, le problème ici, c'est plus un problème d'agenda, au-delà du programme, parce que celui qui est nommé comme nouveau Premier ministre, c'était celui qui gérait le programme Sénégal 2050 et c'est le même programme que, bien sûr, Ousmane Sonko défendait puisqu'il était secrétaire général du gouvernement, donc collaborateur direct d'Ousmane Sonko. À partir des grands principes, on est tous d'accord. Mais c'est 2029. Qui sera candidat? Le président Bassirou Diomaye Faye veut aller vers un accord avec le FMI, lui permettant justement d'avoir des œuvres, des actes avec les grands projets, avec des grandes réalisations, ce qui, bien sûr, va auréoler son mandat pour lui permettre d'être candidat et peut-être être réélu. Ousmane Sonko est dans cette logique-là de se débarrasser du franc CFA, cette logique où on ne va pas vers la FMI, le Fonds monétaire international, mais on essaye de se créer des ressources internes et cela prend du temps. Et à partir de là, on ne verra pas des grandes réalisations arriver. Et c'est peut-être là l'impatience de Bassirou Diomaye Faye qui a été obligé, compte tenu de cela, de se débarrasser d'Ousmane Sonko comme Premier ministre et pour viser une autre orientation avec un Premier ministre technocrate, donc avec celui qui va faire accélérer un certain nombre de choses qui sont attendues pour lui permettre d'être auréolé bien sûr, de cette candidature. Alors, PASTEF, aujourd'hui, c'est un parti qui, non seulement, malgré qu'il n'est pas officiellement, selon Ousmane Sonko, avec les organisations du parti représentées dans le gouvernement, mais le gouvernement se compose aussi d'un certain nombre de pastéfiens dissidents. Donc, le schéma, il est là. Diomaye Faye avait déjà... Lui, déjà, les dissidents, là, il les considère plus. Oui, mais le problème, c'est que la construction du pouvoir au Sonko-Diomaye, c'est un même pouvoir. Ce sont les mêmes acteurs. El Maïk Diagne, qui a démissionné de l'Assemblée nationale, lui, il a donné une image différente de dire que voilà, ils étaient venus avec l'idée qu'ils allaient tous servir Sonko
il allait être président, certes, mais il allait être président pour passer le temps et passer le flambeau à Sonko. C'est ce que l'ancien président de l'Assemblée nationale a semblé indiquer comme orientation, parce que lui, il s'est dessaisi, il a démissionné pour laisser finalement la place à Ousmane Sonko. Donc, c'est cette logique-là que n'accepte plus Diomaye Faye en tant que président de la République. Il veut entièrement assumer son mandat, il veut entièrement poser les actes qu'il faut, et peut-être, Albert l'a dit, on a vu dans le passé Senghor et Mamadou Dia, ça a fini avec les arrestations des députés, ça a fini avec l'arrestation de Mamadou Dia. Aujourd'hui, avec la démocratie sénégalaise, il est difficile d'aller vers ce genre de choses. Et je trouve que Sonko a été un peu intelligent en allant prendre la tête de l'Assemblée nationale, c'est un peu se protéger. Parce que là, il a une immunité, il a une logique où c'est un chef d'institution, donc le bousculer pousserait à bousculer un contexte institutionnel qui serait fragile. Bon, c'est l'avenir, c'est comment Diomaye va faire en sorte que, soit il avait déjà un appareil politique qui a commencé à engager Diomaye président, coalition Diomaye président, avec quelques membres dissidents, avec quelques membres de l'APR de Macky Sall. Est-ce qu'il va réussir à couper, casser en deux le PASTEF pour prendre une partie du parti et peut-être une partie des députés, ou aller vers directement la dissolution de l'Assemblée nationale et aller vers une élection législative nouvelle? Là, il faut une année. Donc, on est en train d'observer ce qui pourrait arriver. Ok, Guy Benoît de Victor, la situation du Sénégal est une situation inédite ou une situation normale? Bien, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je crois que on va se rappeler que sur ce plateau, nous l'avons dit, quand la brouille a commencé entre les deux, nous disions que voyons venir l'avenir, voyons voir comment l'avenir va se passer. L'avenir est là. Ben voilà, c'est cela ce que nous disons. Parce que nous avions dit à cette époque-là que la loyauté en politique, c'est comme la morale. Ça dure le temps que ça peut durer, en fonction des intérêts et des rapports de force. Donc, dès lors que la brouille avait déjà commencé, ça veut déjà que chacun va tirer la couverture de son côté. Et ça va s'exploser. Ça allait s'exploser, nous savions. Et voilà, ça s'est explosé. En fonction des intérêts des uns et des autres. Quand on n'est pas président de la République, on a une autre vision de la société. On a beaucoup d'idées, on veut beaucoup d'ambition. Mais quand on y est là, ça devient une lourde charge. Je crois que c'est juste ce que Diomaye a dû constater en arrivant. Toute l'ardeur qu'ils avaient tous ensemble, quand ils étaient tous militants du PASTEF, prétendant au pouvoir, ils n'avaient pas encore les données. Quand il arrive, alors il se fait aduler par les Français. Il se fait chuchoter par certains dignitaires africains. Il regarde tout ça. C'est tout ça qui a fait que sa logique soit retournée. Sa logique soit retournée. Parce que quand ils étaient dans le PASTEF, mais ils se battaient pour sortir du franc CFA. Quand il y arrive, il n'est plus d'accord. Quand ils étaient en tant que militants, ils se battaient pour renégocier les accords avec la France. Maintenant, quand il arrive, ils ne voient plus ça de la même manière. Quand ils étaient ensemble, ils se battaient pour faire l'audit des sociétés pétrolières. Mais quand il arrive, il n'est plus d'accord. C'est tout ça les désaccords avec Sonko, qui pense que non, mais tu as trahi. C'est pas ça le but du combat. Mais comme en politique aussi, aucun homme politique, mon frère, ne veut avoir à ses côtés quelqu'un qui lui fait ombrage, quelqu'un de plus populaire que lui, quelqu'un de plus compétent. Ce n'est pas possible. Quelqu'un lui fait croire qu'après toi, c'est moi. Tu es là pour un temps. Un homme politique avisé ne peut pas accepter ça, ne peut pas supporter ça. Vous voyez? Ne peut pas supporter parce que le pouvoir donne des égos. Vous voyez? Il lève les épaules au pouvoir. Donc, c'est cela. Et je crois que quand je parle, suivez mon regard, mais poussez plus loin mon regard pour suivre là où je vais. Pour vous rendre compte que ça se passe partout comme ça. Vous voyez? Ça se passe. Même le dit de départ. Et pourtant, le départ, c'était quoi? Diomaye, c'est Sonko. C'est comme ça qu'on l'a fait élire. Diomaye, c'est Sonko. Ça veut dire quoi? C'est les deux inséparables. Maintenant, quand il arrive, voilà. Je crois que c'est une situation inédite, mais ça. Il faut prier Dieu pour que ça réussisse. Sinon, ça fait retarder encore
le Sénégal et l'Afrique tout entière. Mais cela, c'est parti pour réussir. Parce que il y a l'exécutif, le parti majoritaire, comme Sonko dit, il n'est pas là. Oui, mais il n'est pas là en tant que parti, mais il y a des membres qui y sont dans le gouvernement. Mais c'est ce que Diomaye veut. Qui ne parce relèvent que, pas du comme PASTEF. Ils étaient tous membres du PASTEF. Oui, ça c'est lui qui dit. Mais qu'est-ce qu'il lui dit que dans le Parlement, il n'y aura pas les dissidents? Ça arrive, ça va d'abord là. Au Parlement, il peut y avoir aussi des dissidents. Mais dans le parti lui-même, il peut y avoir les militants qui vont comprendre après. Parce que dans la vie, il y a les attardés. Ils ne comprennent pas à l'instant là. C'est toujours après. Rappelez-vous, quand on était tous au CP1, on commence l'école tous ensemble, on a le même âge. On nous montre I de la même manière. Mais quand on dit écrivez I, mais il y en a qui mettaient le point en bas, comme un point d'exclamation, oui ou non, alors qu'on l'a appris au même. Donc il y a des attardés. En politique, c'est aussi pareil. Donc, Sonko devait faire un effort de maîtriser la troupe pour qu'il soit toujours gagnant. Sinon pas, avec l'argent, avec le pouvoir, avec les promesses. Comme les hommes politiques sont fragiles vis-à-vis des promesses, de la corruption, il peut aussi déstabiliser le Parlement. Il peut déstabiliser le parti. Je crois qu'aujourd'hui, là, ce qui hante Diomaye, c'est ça. Comment faire pour affaiblir Sonko? Il ne peut pas accepter que Sonko reste intact avec toute sa troupe. Ce n'est pas vrai. Et tous les moyens. Et ça, il faut s'attendre à ça parce qu'en politique, tout est possible. Parce que ce n'est pas les mathématiques en politique. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à notre deuxième sujet. Je vous invite à regarder ce reportage pour en parler. Le baccalauréat de l'enseignement général, session de juin 2026, a débuté sur l'ensemble du territoire national. Dans les centres d'examen, à l'instar du lycée Chaminade, les candidats ont été soumis au contrôle. Toutes les dispositions ont été prises contre la fraude. Oui, ils sont en train de fouiller le candidat. Le candidat doit rentrer dans la salle avec les outils de travail, le stylo, la règle. Dans les salles d'examen, l'atmosphère est plutôt sereine. Les élèves méditent, à l'image de ces deux candidats au centre d'Immaculée Conception. Cette année, plus de 100 000 candidats repartis dans 316 centres à travers le pays participent à cet examen d'État qui démarre le premier jour avec l'épreuve d'anglais pour toutes les séries confondues. Les candidats se disent optimistes. J'ai fait 9 mois en travaillant, je faisais cours et aujourd'hui, tout ce que j'ai fait en classe, je mettrai en pratique aujourd'hui sur une copie. Je suis assez calme. Je ne pense pas que ça sera aussi différent que ce que mon professeur m'a appris. Je compte appliquer ces leçons et avec ça, je pense que ça ira. Accompagné entre autres du ministre en charge de la recherche scientifique, qui œuvre sans relâche à l'orientation des élèves vers les disciplines scientifiques, le ministre en charge de l'enseignement secondaire, Jean-Luc Moutou, après une ronde de quelques centres d'examen, a salué le déroulement efficient du baccalauréat. Nous avons un retour sur l'ensemble du territoire national. Tout se passe à merveille. Vous savez que nous avons des centres en Angola, au Cabinda et à Luanda. Et là aussi, tout se passe à merveille, un peu comme les années antérieures. Et nous avons foi que d'ici la fin des épreuves, il ne se passera rien de fâcheux. Nous avons besoin d'avoir de plus en plus des élèves scientifiques dans les filières scientifiques pour que nous préparions la génération de demain. Si nous voulons avoir nous aussi des élèves qui sont capables de nous produire des drones. Cette année, toutes les structures qui œuvrent contre les antivaleurs, notamment la direction de l'antifraude, la HALC et le mouvement des élèves et étudiants du Congo, MEC, se sont mobilisés pour lutter contre ce fléau à travers les affiches et des communications en salle. Cet examen, qui se tient pendant 4 jours, se déroule au même moment que le baccalauréat de l'enseignement technique. Alors, le 2 juin, le gouvernement a lancé au même moment les épreuves du bac technique et du bac général. Dadi, que pensez-vous de cette mesure? Est-ce que cette opération peut résoudre des choses qui étaient incorrectes quand les deux bacs se déroulaient, non pas aux dates différentes? Alors, c'est une logique, c'est une logique aujourd'hui qui continue. On a fusionné, par exemple, on a eu la même tenue, une uniforme. On a aujourd'hui éliminé les deuxièmes tours dans les deux bacs. Et je pense que la dernière touche, du moins le dernier clou
sur ce fameux cercueil, c'était bien sûr au final avoir les deux bacs simultanément. Alors, dans le principe, c'est faire en sorte, le vrai problème, c'est de faire en sorte que des candidats ne puissent plus comme avant faire se présenter les deux bacs dans la même année. C'est une logique aujourd'hui qu'on peut comprendre et qui, semble-t-il, peut être intéressante. Maintenant, deux bacs en même temps, ça fait plus d'étudiants, plus d'élèves, plus de mobilisation pour la sécurité, plus de problèmes de déplacement, plus, bien sûr, des questions de surveillance, etc. Le risque, c'est le risque de débordement et peut-être d'avoir des choses qu'on ne pourrait plus contrôler. Mais jusqu'ici, le bac se déroule comme on peut espérer de la meilleure des façons, d'une certaine façon. Alors moi, je suis un peu, disons, je trouve que c'est une sorte de démission de l'État d'être obligé de fusionner les bacs pour contrôler les élèves qui présentent les deux bacs. Alors que les administrations existent, alors qu'on peut aujourd'hui contrôler les fichiers, alors qu'on peut contrôler les noms. Donc, je trouve que peut-être là, c'est une solution qu'on veut trop facile, alors que justement, on pouvait rester dans les mêmes séquences. Il y a aussi le problème, c'est que le bac technique et le bac général, c'est pas la même chose. Le général, il y a du classique. Le technique a plus des éléments qui demandent, bien sûr, de la technicité. Donc, ce mélange-là, il peut être peut-être demain salvateur, mais aujourd'hui paraît un peu encombrant. Une chose que je trouve assez regrettable, ça vraiment je l'estime comme ça, c'est que dans notre pays, les décisions ne sont pas toujours préparées comme on peut les voir en Occident, c'est-à-dire on fait, on commande par exemple une étude, on commande un rapport, on fait le rapport vous indique qu'ici il y aura les avantages pour fusionner les deux bacs en même temps, et à partir de là, on pose la décision administrative en s'appuyant sur cette logique-là. Il y a aussi certaines choses qu'on fait ailleurs, c'est que on fait un essai. On prend par exemple une grande ville, on essaye de fusionner les deux bacs en même temps pour voir quel est l'impact, parce que l'impact aujourd'hui chez nous, c'est un impact inconnu. C'est une chose qu'on va découvrir parce que ça n'a jamais été entre guillemets fait. Dadi, la philosophie, c'est d'empêcher au fait un élève de se présenter aux deux examens. En fait, c'était ça, normalement, l'objectif. L'objectif, est-ce que le gouvernement a regardé lui, il voulait seulement arrêter ce phénomène de se présenter aux deux examens. Oui, mais vous savez, l'ingéniosité du vol est un élément particulier. C'est-à-dire, vous allez trouver certaines choses qui vont apparaître là-dessus. C'est une solution trop facile. C'est une solution aussi qui, bien sûr, ne célèbre pas, je dirais, l'orthodoxie des règles, dans le sens où les règles sont posées dans l'État et l'État a l'obligation de les contrôler, les sanctionner, les contrevenants. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre l'idée générale de faire en sorte qu'à chaque problème qu'on va trouver dans la société où on a des règles, où on a des punitions qui sont prévues, faire une autre affaire de fusionner pour créer encore d'autres problèmes auxquels on n'a pas tout à fait logiquement la maîtrise. Pour moi, j'estime que le vrai problème du baccalauréat au Congo, c'est le problème de ce contrôle, de la tricherie. C'est ça vraiment le problème éducatif. Parce que quand on arrive au niveau du bac, si le bac, pour le passer, tout candidat sait qu'il sera surveillé à la loupe, il sera obligé de travailler. Si on arrive à trouver des passes, on arrive à avoir des surveillants complaisants, on arrive à avoir ces petites choses-là, quel que soit ce que vous allez faire autour, vous aurez toujours des bacheliers qui arriveront avec quelques petits papiers qui finiront par obtenir les bacs avec un niveau douteux. Ok, Albert, le gouvernement pense qu'il faut arrêter ce phénomène de se représenter doublement. Y a-t-il un inconvénient à se présenter aux deux examens? Moi, personnellement, non. Je n'en trouve pas parce que nous sommes dans un régime de liberté où l'étudiant, l'élève devrait pouvoir se présenter au concours qu'il entend
Parce que quand on dit, voilà, le bac, uniquement un seul bac pour un seul étudiant, élève, ben, il faut aussi à ce moment-là, donc, empêcher ou interdire les concours particuliers. Donc, voilà, vous n'entrez pas aux eaux et forêts, vous ne faites pas ceci. Or, ici, j'ai comme l'impression le triomphe simplement de l'empêchement, de dire non. Mais pour quel gain? En plus, il y a une chose que je remarque, c'est que nous sommes en éternel recommencement. C'est-à-dire, notre système éducatif ne s'est pas arrêté entre l'âge que moi j'ai, où j'ai passé le baccalauréat, et l'âge où ceux qui passent le baccalauréat maintenant en sont arrivés. Il y a eu combien de réformes? Et qui a fait le bilan de ça? Qui a décidé que, bon, voilà ce que... Parce que lorsque nous allons dans les administrations, c'est toujours les mêmes tricheries. Si ce n'est pas les élèves, c'est les administrateurs, c'est les surveillants de classe, c'est les directeurs d'établissement. Donc, ça me paraît une perte de temps. Je ne peux pas dire inutile, puisque par définition, une perte de temps l'est. Donc, oui, non, allons de l'avant, mais resserrons la vis pour que les étudiants travaillent dans un milieu où les principes prévalent. Ok, Guy Benoît, la lutte contre la fraude, la lutte contre la représentation multiple, est-ce une bonne idée pour que le gouvernement a mis en place? Bien, merci encore une fois de plus. Moi, je crois que il faut éviter de gouverner à tâtons. Parce que empêcher que les élèves présentent les examens, les 2 examens, est-ce que c'est le vrai problème du système éducatif congolais? Je crois qu'il faut poser le vrai problème. C'est quoi? On lutte contre quoi en réalité? On lutte contre quoi? C'est les 2 bacs? Ou c'est la fraude? Ou c'est la paresse? Ou c'est la corruption? Il faut chercher il faut faire le vrai diagnostic et lutter contre le vrai mal de l'éducation nationale. Je pense que ce ne sont pas les 2 bacs. Avoir 2 bacs, ça ne constitue pas la fraude. Parce que même en faisant comme ça, qui vous dit que ceux qui se présentaient ou qui présentaient les 2 bacs allaient tous se présenter dans les salles de classe? Est-ce que tous ils allaient dans toutes les 2 salles? Dans les 2, physiquement dans les 2, participer physiquement. Est-ce que la fraude, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui allaient faire l'examen en lieu et place du candidat? Donc même si on a dit les deux examens se passent simultanément, mais il faut savoir comment se passaient ces examens, ces fraudes-là. Donc, on ne sait pas que on peut acheter les services d'une tierce personne pour se présenter en lieu et place de mon fils, en lui donnant les cartes d'identité, je ne sais pas quoi. C'est Didas. C'est Didas, c'est ça? Dadis. Ah, j'ai pensé à Camara. C'est Dadis. Bon, Dadis, il a la même taille, il a presque le même âge, on lui donne tout ce qu'il faut et les moyens, il va au bac technique parce qu'il a fait technique et celui-là, c'est un autre enfant encore qui va au bac général le juge. Ça se passe comme ça. Donc si on ne sait pas que ces choses-là existent, ce qu'on a fait là, on n'a pas atteint l'objectif. On n'atteindra jamais l'objectif. Parce que le problème du système éducatif congolais, c'est quoi? Mais vous y allez. La arc là, elle bombe le torse quand il s'agit des examens. Quand il s'agit des examens. Mais la fraude et la corruption se passent partout. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils font les affiches là? Quand ils vont aux impôts, à la douane, ils vont à la police, ils vont en justice, est-ce qu'ils ne savent pas que la fraude et la corruption c'est partout dans nos administrations? N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas atteindre l'objectif et je crois que il faut attaquer le vrai problème. Si on ne fait pas le vrai diagnostic, on n'apportera jamais la vraie solution de la plaie. D'accord, il faut qu'on fasse un bon diagnostic pour apporter la solution à la plaie. Ce sont donc là les mots de Guy Benoît de Victor. Je vous invite à une pause et nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de notre émission.